Reid Brody, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller juridique et porte-parole de l'ONG américaine des droits de l'homme Human Rights Watch et vous avez joué un rôle important dans le processus qui a abouti à la tenue du procès Hissène Habré ici à Dakar. Il est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture, dont 40 000 Tchadiens auraient été victimes. Et les chambres africaines extraordinaires spécialement créées pour juger l'ancien président du Tchad viennent de rendre leur réquisition. Réclusion à perpétuité pour l'ancien président tchadien. Quelle est votre première réaction? Bon, Hissène Habré est accusé des crimes les plus sérieux et odieux. Il est accusé d'avoir mis en place un système de répression qui comprenait des prisons secrètes où les personnes étaient torturées systématiquement. Accusé de vagues d'opérations ethniques, de massacres, d'avoir réduit à l'esclavage à des femmes et des filles. Donc pour nous, les réquisitions du procureur nous semblent à la hauteur des accusations qui sont portées contre Hissène Habré. Alors, vu votre engagement dans la tenue du procès, est-ce que c'est quand même à un tel procès que vous vous attendiez, c'est-à-dire un procès au cours des audiences, le principal accusé ne réagit pas, il est présent, il écoute religieusement tout ce qui se dit, il écoute les victimes le charger, mais il ne dit pas un seul mot, il est muet, il est flegmatique. Est-ce que c'est à ce procès que vous vous attendiez? Évidemment, c'est dommage que Hissène Habré ne participe pas. On aurait vraiment voulu entendre sa version des faits. Quelqu'un qui était le tout-puissant pendant 8 ans et qui n'ose même pas croiser le regard des victimes, ces victimes courageuses, des survivants de torture, des ex-esclaves sexuels qui ont eu le courage de venir témoigner. On aurait voulu que Hissène Habré présente ses versions des faits. Mais bon, c'est pas sa stratégie, c'est lui qui le décide et il a parfaitement le droit de garder le silence. C'est pas la conduite de l'accusé qui détermine l'équité ou même l'intérêt du procès. Ce qui est important, c'est qu'il ait eu la possibilité de se défendre, que le tribunal a nommé des avocats commis d'office qui avaient un travail difficile sans contact avec le client et que surtout, je pense que le procès a été transparent. Ce qui n'était pas acquis il y a 1 an. Le fait que ce procès ait été retransmis en direct sur l'Internet, que la télévision tchadienne a reproduit presque dans son intégralité tous les débats, donc a permis à tout un chacun de suivre le procès, de se faire une idée de le bien fondé ou non des poursuites, des preuves qui sont présentées. Éventuellement, chacun pourra évaluer si le verdict qui sera rendu le 30 mai correspond aux accusations, aux preuves qui ont été apportées. Vous ne pensez pas tout de même que le fait que l'accusé ne parle pas est une stratégie gagnante pour lui et perdante pour la Cour, parce que le fait qu'il ne parle pas justement entache peu ou près la crédibilité de ce procès-là? Non, mais une fois de plus, c'est pas la conduite d'un accusé. Aucun accusé ne veut qu'on le poursuive. Milosevic ne voulait pas qu'on le poursuive. Bon, lui, il a décidé d'utiliser le procès comme un tribun pour présenter sa version devant l'histoire. D'autres ont choisi le silence, mais c'est pas le comportement de Hissène Habré qui détermine si le procès est équitable. Évidemment, ça enlève un certain intérêt médiatique. Il n'y a pas la confrontation des idées. On dit qu'avec chaque histoire a 2 versions. On aurait bien aimé écouter la version de Hissène Habré, mais il a refusé. Et mais comme c'est une seule version, on n'a pas les 2 versions d'une histoire.
Mais c'est pas la faute au tribunal, c'est pas la faute au parquet, c'est pas la faute aux victimes. Issenabrey, il a choisi de ne pas donner sa version. Maintenant, ça n'enlève pas à l'accusation la charge de la preuve. Que Issenabrey parle ou pas, c'est toujours le parquet, éventuellement les parties civiles, qui doivent apporter les preuves. Donc, même sans la participation d'Issenabrey, les juges vont décider si les preuves de sa participation personnelle, de sa responsabilité personnelle, a été prouvée ou pas. Alors, le dossier d'accusation semble porter exclusivement sur le rapport de la Commission nationale d'enquête sur les crimes du président Abri qu'avait dirigé M. Mahamat Abaka. Et il se trouve que ce rapport est mis en question. La méthodologie d'enquête n'est pas très convaincante et la scientificité est douteuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la défense a qualifié le rapport de la commission d'enquête comme la pierre angulaire de l'accusation. Ils ont dit que c'était le boisson à laquelle tout le monde a bu. Mais en fait, je ne crois pas. Si vous avez suivi le procès, il y avait quand même 93 témoins, des victimes, des experts. Il y avait les documents quand même de la police politique, des dizaines de milliers. S'il y a une épine dorsale, s'il y a une pierre angulaire, je dirais que c'était les documents de sa propre police politique, des milliers de documents qui retracent dans le détail comment la DDS, donc la police politique, a fonctionné. Rien que dans ces documents, il y a les noms de 1208 personnes qui sont décédées en détention. Il y a plus de 12 300 victimes de détention arbitraire de torture. Il y a eu des experts, donc des experts légistes qui ont creusé des fosses communes. Il y a un expert statisticien qui a dit que le taux de mortalité dans les prisons de Issenabrey, les prisons de la DDS, dépassait ce qu'on voyait dans les camps de prisonniers de guerre en Union soviétique ou au Japon. C'est quoi sa méthodologie d'enquête, cet expert? Bon, il a utilisé les documents, les mêmes documents de la DDS, parce que ces documents comportent des listes journalières des personnes en détention. Donc on voit, par exemple, le 6 janvier, il y a 43 prisonniers. Enfin, enfin, il y avait plus. Mais disons, dans un prison, il y avait 43. Il y a 2 qui sont entrés, il y a un qui est mort, il y a un qui est transféré dans un autre. Le 7 du mois, il y a... Donc, on voit la population carcérale journalière. Et donc, on peut, à travers ces documents, à travers ces chiffres, on peut voir le flux de la population et aussi le taux de mortalité. Et vous avez publié à Human Rights Watch un livre intitulé « Pleine de morts ». Mais quand on parcourt le livre, on n'a pas le sentiment que vous avez apporté de la valeur ajoutée par rapport à ce que contient la commission d'enquête. Vous n'allez pas dans les 714 pages de la Plaine des morts, vous n'allez pas trouver ni une référence à la commission d'enquête, si ce n'est que les procès-verbaux utilisés par la commission d'enquête. Donc, Human Rights Watch a interviewé, je pense que c'est 285 survivants. On a interviewé quelques membres anciens de la police politique. On a eu les documents de la DDS. Et on a aussi fait recours à une boîte de données statisticiens. Donc ce rapport, je pense que comme le rapport de la commission d'enquête, je dirais le suivant, que les faits qui sont rapportés par la commission d'enquête, dans sa grande majorité, ont été corroborés par les investigations postérieures.
les circonstances, etc. Peut-être, c'est pour ça d'ailleurs que personne de côté ni le parquet, ni des parties civiles ne voulait pas se baser sur le rapport de la commission d'enquête. Mais les faits qui sont rapportés se sont avérés par la suite plus ou moins exacts. Selon les informations que nous avons reçues, c'est que l'adjoint de M. Abakar dans cette enquête était un ancien membre de l'Agence nationale de la sécurité qui est le répondant de la DDS d'alors et qui aujourd'hui, cette ANS est rattachée à la présidence comme la DDS était rattachée à la présidence sous Habré et que cet adjoint-là est un parent proche de Idriss Déby. Est-ce que ça, c'est crédible? Je pense que c'est une des choses qu'on peut reprocher justement à la commission d'enquête. Maintenant, le président de la commission d'enquête, Mohamed Hassan Abakar, c'est quelqu'un que je connais depuis que je travaille sur ce dossier. Évidemment, c'est un point de passage obligatoire pour les personnes qui étudient ce dossier. Le président de la commission d'enquête, Mohamed Hassan Abakar, par la suite, a dirigé quand même des enquêtes pour les Nations Unies au Togo et dans un autre pays de la région. Est-ce que c'était en Côte d'Ivoire, je crois. Donc, les Nations Unies l'ont confié d'autres tâches à la suite de cette commission. Donc, Mohamed Hassan Abakar, personnellement, je trouve que c'est un des juristes les plus équilibrés, les plus sérieux au Tchad. Donc, lui, personnellement, je pense qu'il a fait de son mieux. Dans une situation difficile, avec peu de moyens, avec une situation politique toujours incertaine. Mais de nouveau, ce n'est pas sur la commission d'enquête que repose le dossier. Certains témoignages ne vous paraissaient pas très légers. Quand par exemple quelqu'un dit qu'il aurait appris qu'une femme a été éventrée, on a enlevé le bébé, étant donné qu'il était un garçon, on l'a tiré dessus. Il y a certains témoignages qui font froid au dos. Je conviens. Il y avait des témoignages qui ne paraissaient pas crédibles. Mais c'est la masse. Est-ce que la DDS existait? Évidemment. Est-ce qu'il était sous la direction personnelle de Hissène Habré? Je prends un exemple. Il y a les deux Sénégalais, Abdourahmane Gaye, Demba Gaye, Abdourahmane, je le connais très très bien. Sont allés au Tchad pour pour apporter des bijoux aux soldats français. Ils sont arrêtés à l'aéroport, ils sont mis dans la prison. Abdourahmane dans un prison, Demba dans un autre. Ils n'ont pas été torturés. Enfin, Abdourahmane n'a pas été torturé. Demba, il est mort. On a retrouvé le certificat de décès de Demba. On a retrouvé aussi Clément Abbaye Fouta qui avait enterré Demba. Clément Abbaye Fouta, dont le travail en prison était d'enterrer des morts. À un moment donné, je passe sur les détails, le gouvernement sénégalais est saisi de la question. Il y a une négociation entre il y a des tractations entre le gouvernement. D'abord, le ministre de l'Intérieur du Sénégal va chercher les deux Sénégalais, il ne les trouve pas. Ensuite, on apprend que c'est la DDS. Ils sont dans la prison de la DDS. Finalement, Abdourahmane Gaye est informé et en fait, on l'amène pour être engracié, pour être soigné, pour qu'il soit présentable. Un ambassadeur sénégalais, Pape Louis Fall, un grand diplomate de carrière sénégalais, va au Sénégal chercher Abdourahmane Gaye. Mais Demba Gaye, il est mort. Alors, si je suis le président Habré, un autre pays, frère, me demande un prisonnier et j'apprends que ce prisonnier est mort dans mes prisons. Si je suis un président normal, je dis, mais quoi, on meurt dans mes prisons? C'est pas possible, je demande une enquête. Alors, mais Demba Gaye, il est mort. D'ailleurs, il est mort dans la cellule C des locaux, qui est surnommée la cellule de la mort, où beaucoup de prisonniers sont morts. Donc,
Hissène Habré, il est mis au courant quand même que ce prisonnier sénégalais réclamé par le gouvernement sénégalais est décédé. Donc il ne peut pas dire que moi je ne sais pas ce qui se passe. Ensuite, le ministre de l'Intérieur du Sénégal dit à Abderrahmane Gueye, enfin l'ambassadeur Pape Louis Fall, ils sont ensemble, il dit écoute, j'ai cherché, mais en fait il était à la DDS. Et la DDS, c'est la chose de Hissène Habré. Donc, voilà, donc pour chaque témoignage qui n'est pas... Enfin, il y avait quand même sur les 93 témoins, je dirais qu'il y avait une dizaine, ça me paraissait un peu... Vraisemblable. Un peu invraisemblable, j'en conviens. Mais je vous jure que je connais bien le Tchad, qu'il y a derrière des centaines d'autres personnes qui auraient pu témoigner des atrocités. Mais Reed Brody, il se dit que les témoins ont été triés sur le volet. Certains ont été empêchés d'effectuer le voyage sur Dakar pour témoigner parce qu'ils allaient accabler le régime actuel au Tchad. Donc ça veut dire que les témoins à qui on a affaire ici à Dakar, ce sont des témoins qui forcément vont accabler le président Habré et non pas Idriss Déby. Bon, il y a beaucoup de sous-entendus dans cette question. Je commencerai par ceci. Le procureur, il doit choisir les témoins qui confortent la thèse de l'accusation. C'est le job du procureur. S'il y a des témoins et c'est le procès d'Hissène Habré, c'est pas le procès d'Idriss Déby. Hissène Habré, il est présumé avoir le plus lourde responsabilité dans ce qui est arrivé au Tchad. Il n'a pas agi seul, Hissène Habré. Il y a des personnes autour d'Hissène Habré. Il y a les directeurs de la DDS. Il y a Idriss Déby, qui était le commandant en chef des armées d'Hissène Habré de 83 à 85. Et notamment pendant ce qu'on appelle Septembre Noir. Donc une période assez meurtrière, enfin pas assez meurtrière. Et j'estime que comme commandant en chef, il ne peut pas être éloigné des responsabilités dans les attaques de Septembre Noir. Mais ce n'est pas le procès d'Idriss Déby. Idriss Déby n'était ni le numéro 2 ni le numéro 5. Mais chef d'état-major de l'armée, c'était quelque chose quand même. C'était quelque chose, oui, tout à fait. Mais la plupart des massacres, enfin la plupart des exactions sous le règne d'Hissène Habré sont commis pas par l'armée, ils sont commis par la DDS. Maintenant, je vous assure que les partis civils ne sont pas tendres avec Idriss Déby. Mais en droit pénal international, il est coutumier que celui qui porte, ou qui est présumé porter la responsabilité la plus lourde, soit seul à la barre. Slobodan Milosevic, il est comparu seul à la barre, pas avec son chef militaire. Charles Taylor, il est comparu seul à la barre. Pinochet était accusé seul. Laurent Gbagbo, il y a une personne avec lui. Donc on a, et c'est peut-être pas tort, hein, on a l'habitude en droit pénal international, dans la modernité, de voir une personne. Et la responsabilité pénale est individuelle. Nous, on ne s'opposait pas à ce que d'autres personnes soient à côté d'Hissène Habré, mais comme a dit un des avocats des partis civils, dire que je n'ai pas agi seul, c'est un aveu de culpabilité. Alors, puisque vous parliez de Septembre Noir, justement, le professeur Facho Balam, ancien ministre et chef du parti politique armé CDR, a fait un témoignage à charge contre Hissène Habré sans prononcer une seule fois le nom de Idriss Déby devant la barre des chambres africaines extraordinaires. Et contre toute attente, 2 jours après son audition, il sort un livre qui est vendu comme de petits pains dans les couloirs du palais de justice, où il dit que le Septembre Noir a été planifié et exécuté par Idriss Déby. Vous m'apprenez ça, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il avait sorti un livre. Ah oui, le titre du livre, c'est l'histoire d'un rescapé de la dictature. Ok, ben je vais le lire. Non, de nouveau, Idriss Déby,
même, et je n'ai pas de preuve de sa participation matérielle dans les faits de Septembre Noir, il était quand même le commandant en chef. Et on sait qu'il était parfois dans le sud. Donc, logiquement, il a des choses au moins pour lesquelles il faut qu'il se défende. Dans tous les cas, dans une affaire criminelle, je pense qu'on ne poursuit pas le commanditaire en laissant l'exécutant du crime, non? Mais si, mais justement, je viens de vous donner plusieurs exemples. Que ce soit un chef de mafia, donc on va faire le procès de Don Corleone sans le procès de petit pistolero qui est là. Bon, je ne vais pas dire que Eusebio n'était qu'un petit pistolero, mais on a quand même l'habitude, et c'est quelque chose qu'on peut reprocher, mais on a l'habitude de s'attaquer et de voir le procès de celui qui est accusé de porter la responsabilité la plus lourde. Je vois absolument rien d'anormal.